l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de vous parler un petit peu de la pollution des océans. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que, par ces plastiques, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute ensuite des solutions et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la pollution des océans, elle est ici. Donc, ça, c'est des images que j'ai prises aux Philippines. Donc, ça peut paraître un peu loin. On n'a pas vraiment les mêmes types de plages ici, mais en fait, on a une pollution qui est vraiment énorme sur toute la planète. Donc, ça, vous en avez entendu parler certainement dans les nouvelles, de manière générale. Comment on en est arrivé là? Eh bien, au départ, en fait, le problème, c'est la production de plastique. Cette production de plastique, elle a été multipliée par 20 les 50 dernières années. Et elle va encore être multipliée par 2 dans les 20 prochaines années. Aujourd'hui, on est à plus de 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an. Ça, c'est des gros chiffres. Ce qui est intéressant de voir ici, et quand on parlera des solutions, c'est important de se le rappeler, il y a 40% du plastique qu'on produit aujourd'hui qui est juste fait pour l'emballage. Donc là, on peut déjà se poser la question. Et il y a plus de 30% en fait, de ces déchets d'emballage qui finissent en mer. Donc là, déjà, on peut se dire qu'on pourra certainement trouver des solutions dans ce sens-là. Alors, le plastique, je ne vais pas vous dire qu'il faut arriver à du zéro plastique. Ça serait, à mon avis, une idiotie, dans le sens où le plastique est particulièrement utile dans tout notre quotidien. Vous le voyez autour de nous, on est envahi de plastique. Mais il a d'énormes avantages, en fait, c'est qu'il ne coûte pas cher, et puis il nous permet de faire plein de produits différents. Alors, ce plastique, aujourd'hui, il représente 8% de la production du pétrole, donc ce qui est loin d'être négligeable. Vous voyez la quantité de plastique maintenant qui est produite dans le monde. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce plastique, il convient particulièrement bien à notre société de surconsommation et du jetable. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui. On est dans une surconsommation du jetable, et le problème majeur du plastique qui va arriver dans les océans, c'est ça. Ce que vous avez tous vu dans votre vie, ce qui arrive dans toutes les villes, dans toutes les rues, c'est ces plastiques qui vont déborder. Donc aujourd'hui, on a une collecte qui est insuffisante. Et le problème de ce plastique, c'est qu'il y a 10% du plastique que vous allez acheter, 10% des plastiques que vous allez jeter, qui, au final, vont finir dans les océans. 10%, ça peut paraître pas grand-chose, mais en masse, c'est, vous allez voir, énorme. Alors aujourd'hui, on sait que les plastiques qui sont en mer, ils ne sont pas jetés forcément par les pêcheurs de manière majoritaire, mais 80% du plastique qui arrive en mer, ça vient de la terre. Ça vient de vous, de moi, qui jetons négligemment nos plastiques, qui au final vont tomber, qui tombent typiquement à la montagne ou proche de la mer, ça ne change pas grand-chose, parce que le temps de vie d'un plastique, c'est à peu près 100 ans. Donc il a largement le temps de partir de la montagne et puis d'arriver dans une rivière, dans un fleuve et de finir en mer. On considère que la mer, c'est le réceptacle final de tous les déchets, de tous les déchets à long terme qui durent comme ça plus de 100 ans. Alors aujourd'hui, on a 8 millions de tonnes de plastique par an. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais celui-là, il faut le retenir parce que je vais l'utiliser beaucoup. C'est l'équivalent d'un camion-benne par minute. Donc on jette un camion-benne par minute en mer, tout le temps. Et tout le temps, on dit, bon, évidemment, c'est la Chine les premiers pollueurs, c'est vrai. Donc, sur ces 8 millions de tonnes de plastique, il y a 2,4 millions de tonnes par an qui sont déversées par les Chinois. Mais le deuxième pollueur, c'est l'Europe. Donc, c'est aussi, on est les deuxièmes producteurs. Les premiers producteurs, c'est les Chinois. Les deuxièmes, ça va être l'Europe. Donc, il ne faut pas imaginer, en fait, que c'est un problème qui nous échappe. C'est un problème qui est vraiment dans nos mains. Alors, sans donner de chiffres, ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un constat qui est assez dramatique. Aujourd'hui, en 2025, allez, demain, on a un plastique pour 3 poissons. Et sachant la surpêche et l'augmentation de l'utilisation du plastique, les prévisions les plus pessimistes, c'est de dire qu'en 2050, on aura autant de plastique dans les océans que de poissons. Ça, c'est des chiffres qui font peur, enfin, personnellement, et je suis désolé de vous déprimer un samedi matin dès le départ. Mais en fait, c'est des chiffres qu'on observe, nous, quand on va en mer. On a des quantités de plastique qui sont vraiment énormes. Et même vous, quand vous allez vous baigner, vous allez sur les plages, quand on est nous, ou le rentrant sur la plage, vous voyez tous les plastiques que vous pouvez voir juste avec un masque et un tuba. Alors, où est-ce qu'ils vont aller, ces plastiques? Vous avez certainement entendu parler du 7e continent de plastique. Donc, c'est un des gyres océaniques qui est dans le Pacifique Nord. Donc, c'est une zone, en fait, où il y a des courants qui sont normaux, ils sont toujours là, ces courants-là, et ils vont accumuler tous les déchets flottants. Donc, avant, dans ces gyres, on avait essentiellement du bois. Maintenant, en fait, on a tous les déchets flottants, et la majorité des déchets flottants, c'est des plastiques. Donc, on a des accumulations de plastique qui sont énormes. Un gyre comme ça, le gyre du Pacifique Nord, il fait un tiers de l'Europe, pour vous dire la surface qui est contaminée en fait, par ces plastiques. Il y en a 5 dans les océans, dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud et l'océan Indien.
Donc ça, c'est des zones d'accumulation. Donc ça, c'est des choses que vous avez certainement entendues dans les médias. Il y a un continent de plastique, alors il ne faut pas imaginer que ce continent de plastique, on peut marcher dessus, etc. C'est plutôt des plastiques qui sont assez de petite taille, qu'on distingue difficilement, mais quand on est sur place, en fait, et que la mer est bien plate, là, il suffit de prendre un saladier et on récupère des quantités énormes de plastique. Alors, je vous ai mis ce petit exemple, en fait, pour vous faire un petit cours d'océanographie. Les plastiques, effectivement, se concentrent à cet endroit-là, mais on en trouve partout. On considère que presque 100% des mers sont polluées par les plastiques. Partout où on va prélever dans les mers, on trouve des plastiques. Alors, pourquoi je parle de ces petits canards? C'est une histoire que j'aime bien. En fait, il y a c'était combien? 30 000, voilà. 30 000 petits canards qui sont partis de Hong Kong et qui sont partis sur un porte-container. Et il faut savoir qu'un porte-container, comme ça, il y a 10 000 containers par an qui tombent à l'eau, à cause des tempêtes, etc. Et la majorité du transport des outils de votre quotidien passe quand même par la mer. Donc ces petits canards, en fait, ils ont été perdus en 92. Et vous voyez, en fait, deux petits canards qui sont côte à côte, ils vont avoir un avenir complètement différent. Il y en a qui vont descendre en Indonésie, en Australie, au Chili. Il y en a d'autres qui vont passer le détroit de Bering, qui vont passer en Arctique et qui vont arriver jusqu'aux nos côtes. Donc il a fallu, en fait, de 92 à 2007 pour voir ces petits canards arriver sur nos côtes. Ça pour vous montrer, en fait, qu'il n'y a pas de frontières dans les océans et que les plastiques qu'on va mettre en mer, ils vont aller partout, partout, partout. D'accord ? Donc c'est clair qu'il y a des zones d'accumulation, mais du plastique, on en trouve partout. Alors, l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que la science sur les plastiques, elle date d'il y a une dizaine d'années à peu près, et elle est un peu en retard par rapport à la demande qu'il y a aujourd'hui de connaître vraiment ce qui se passe dans les océans. Et ce qu'on mesure en général, c'est des choses qui sont en surface, donc parce qu'on considère que la majorité des plastiques flottent, ce qui n'est finalement pas le cas. Et on se rend compte que les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des chiffres qui sont complètement sous-estimés. On considère qu'aujourd'hui, on connaît en quantité 1% des plastiques qui rentrent en mer. Donc le devenir de ces plastiques, aujourd'hui, on ne le connaît pas trop. On sait certainement que ça va arriver dans la colonne d'eau. Il y a des poissons dont on parlait tout à l'heure qui vont pouvoir les ingérer. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui vont aller dans les sédiments, dans le fond des océans. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, je travaille au laboratoire de Banyuls, dans la ville juste à côté. En face de Banyuls, il y a des canyons d'eau profonde. Et là, on envoie des petits sous-marins et on a des images de ce qu'il y a au fond des océans. C'est des décharges. C'est vraiment aujourd'hui, les sous-marins, quand ils arrivent vers le fond, la première chose qu'ils voient, en fait, c'est des plastiques. Récemment, en fait, il y a une étude qui a été faite dans la fosse des Mariannes. C'est l'endroit le plus profond du monde entier. La première chose que le sous-marin a vue, c'est un sac plastique. Ils ont prélevé des animaux à cet endroit-là, ils ont trouvé du plastique à l'intérieur. Donc vraiment, en fait, ces plastiques, on les trouve partout, pas seulement en surface, que vous voyez sur la plage, mais aussi dans le fond des océans. Alors maintenant, on va regarder, ok, il y a du plastique, mais c'est quelque chose qui apparaît comme quelque chose de neutre pour le commun des mortels. Quand on ne connaît pas bien les plastiques, on se dit, bah, ça ne bouge pas trop, en fait, tout ça. Alors, quels vont être les effets sur les écosystèmes marins? La première chose, en fait, c'est que quand on est une tortue, la capacité, l'acuité visuelle d'une tortue n'est pas la même que la nôtre, et elle ne fait pas la différence entre une méduse et un sac plastique. Donc ça, c'est des images que vous avez tous vues, certainement. En fait, une tortue qui va se tromper et qui va manger des sacs plastiques. La première chose qui va se passer, en fait, dans les océans, c'est cette accumulation de plastique, et ensuite, des poissons, des animaux, de tous les niveaux, à tous les échelons de la chaîne alimentaire, qui vont se tromper et qui vont manger ces plastiques. Alors, on sait à peu près qu'on a 1,4 million d'oiseaux par an qui meurent simplement par ingestion de plastique. Ces plastiques, ils flottent, l'oiseau ne voit pas très bien, il le considère comme étant une proie, et donc du coup, ils vont le manger. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est pourquoi il se trompe, en fait, cet oiseau, ou pourquoi ces poissons se trompent. Parce qu'en fait, vous allez le voir après, ils sont colonisés par énormément de micro-organismes. On va avoir un peu de ce qu'on appelle du biofouling dessus, donc il y a des organismes qui vont se mettre dessus. Et on considère aujourd'hui que, une fois qu'il est colonisé, il va avoir un peu la même odeur, le même aspect que quelque chose de biologique, et c'est pour ça qu'il se trompe. Alors il y a 14 000 mammifères par an qui sont retrouvés sur les plages et qui sont remplis de plastique, donc vous avez certainement aussi vu des images de ça, des cachalots avec plusieurs vers en verre aussi, mais énormément de plastique. Donc tous nos déchets, en fait, finalement, vont être ingérés par ces animaux. Et ça aussi, c'est une sous-estimation parce que c'est des animaux qu'on trouve sur les plages. On ne voit pas tous les animaux qui meurent en mer.
L'autre aspect, en fait, c'est l'étranglement. Il y a énormément de filets de pêche qui vont, la durée de vie d'un filet de pêche, entre 5 ans à peu près. Au bout d'un moment, des fois, ils sont perdus en mer. Et il y en a énormément. En fait, dans les océans, on considère que ça représente entre 5 et 10% des déchets en mer. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ça, en fait, on appelle ça des filets fantômes. Et tout ça, c'est fait en plastique. Et ça va, en fait, malheureusement, continuer à pêcher, alors qu'il n'y a plus le pêcheur derrière pour pouvoir utiliser ce poisson. Un autre aspect, et je suis content que Gabi soit là, parce que Gabi a monté cette expédition, donc Gabriel qui est juste là, qui a monté cette expédition en 2014 avec la goélette Tara. Et ce qu'ils ont montré en fait dans leur laboratoire, c'est qu'en Méditerranée, donc la Méditerranée, je vous ai parlé des gyres, je vous ai dit que les plastiques étaient un peu partout. La Méditerranée qui est devant nous, malheureusement, en fait, c'est également une zone d'accumulation parce que c'est une mer qui est presque fermée. Et là, on trouve autant, voire plus de microplastiques que ce qu'on trouve dans le gyre du Pacifique Nord. Donc la Méditerranée est particulièrement polluée. Et dans cette Méditerranée, en fait, ce qu'on voit, c'est que, vous l'avez vu avec Vincent tout à l'heure, les poissons, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du zooplancton. Et les concentrations de microplastiques par rapport au plancton, en fait, en Méditerranée, sont souvent à des concentrations qui sont équivalentes. Ça veut dire qu'un poisson, dans son assiette, il a une chance sur deux de manger du plastique. Donc manger un chewing-gum, ça n'a jamais fait de mal à personne. Imaginez maintenant que votre assiette soit à moitié remplie de plastique, là vous imaginez les effets que ça peut avoir. Alors, juste... je vais passer ça. Ça, c'est quand on regarde un plastique au microscope. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de vie dessus. En fait, ce n'est pas quelque chose d'inerte. À partir du moment où vous mettez n'importe quoi dans l'océan, tout de suite, il va y avoir premièrement de la matière organique qui va se mettre dessus, puis ensuite, en fait, des petits micro-organismes qui vont manger cette matière organique, puis après, en fait, d'autres organismes qui vont se développer dessus. Et là, on a un réel écosystème, et ça, on a pu le montrer, en fait, qu'on a une très, très grande biodiversité qui est en train de se développer sur ces plastiques. La question, en fait, qui est sous-jacente à ça, c'est que parmi les espèces qu'on peut voir sur ces plastiques, il y a deux problèmes potentiels. Le premier, c'est que on a trouvé beaucoup d'espèces pathogènes. Les espèces pathogènes, en fait, c'est des micro-organismes qui peuvent rendre les animaux malades. Donc, on a des espèces pathogènes de poissons, par exemple, qui vont rendre d'autres poissons malades. Ils peuvent l'ingérer, ensuite le digérer, comme un chewing-gum. En fait, il va être digéré, il va être excrété, en fait, dans nos fesses. Et là, en fait, ça peut être mangé par un autre poisson qui, lui, va pouvoir transmettre une autre maladie, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en pleine étude en ce moment. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de pathogènes en fait, sur ces plastiques. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais en tout cas, il y en a. L'autre aspect, en fait, c'est qu'il y a... Vincent parlait des larves tout à l'heure. Il y a beaucoup de larves qui vont pouvoir s'installer en fait, sur ces plastiques et ils vont pouvoir être disséminés très très loin. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, ces plastiques, ils vont faire des kilomètres et des kilomètres pendant leur temps de vie et ils vont pouvoir amener une larve d'un endroit à un autre, alors que, normalement, cette larve, elle devait rester dans son coin. Donc ça peut perturber de manière vraiment durable un écosystème si elle commence à se développer ailleurs. On a vu ça, par exemple, sur certaines algues qui vont se développer et qui vont complètement étouffer des écosystèmes. Alors, quand je vous parle du milieu marin, ça vous touche parce que c'est quelque chose qui est important, mais ça va nous toucher encore plus quand ça va toucher notre santé. Donc, ça touche la santé de l'environnement, mais ça touche aussi la santé humaine. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'on ingère énormément de plastique. Aujourd'hui, alors si je reste au niveau des espèces marines, d'identifier aujourd'hui, mais il y en a certainement beaucoup plus, il y a 114 espèces marines qui ont été identifiées comme étant capables d'ingérer du plastique. Donc, au-delà du fait qu'ils vont s'étouffer, ils vont moins bien s'alimenter parce que ça s'accumule dans leur estomac. Donc, du coup, au bout d'un moment, en fait, ils vont mourir de malnutrition et ils vont mourir simplement parce qu'ils ont faim. Au-delà de ça, en fait, ces espèces marines, si nous, on les ingère, en fait, parmi ces 114 espèces marines qui ont été identifiées par les scientifiques, il y en a la moitié que vous mangez. Donc, ça veut dire qu'on mange du plastique quand on mange des animaux marins. De la même manière, en fait, il y a plusieurs travaux qui ont été faits sur les crevettes, les moules. On sait par exemple que quand on mange une portion de moule, on mange à peu près entre 90 et 100 petits morceaux de plastique. D'accord ? Et puis, il parlait du sel marin tout à l'heure. En fait, quand on va faire évaporer le sel marin, aussi, on mange du plastique. Donc, il faut manger du sel marin pour l'iode, tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure. Mais il faut savoir que là-dedans aussi, il y a des petits morceaux de plastique. Et puis, moi, c'est la bouteille plastique que j'ai commencé à vous montrer ici. On pourra en reparler derrière, mais il n'y a vraiment pas besoin. L'eau du robinet qu'on a aujourd'hui est largement potable. Au niveau des sources de captation, comme on disait tout à l'heure, effectivement, il y a des pesticides, mais ensuite, ils vont être traités. Donc, l'eau qu'on boit au robinet est parfaite. On nous fait croire en fait, qu'il faut boire de l'eau en bouteille. La réalité, c'est qu'on sait maintenant en fait, que dans ces eaux en bouteille, il y a énormément de particules qui vont être larguées.
Entre une population qui boit en bouteille et une population qui boit dans l'eau du robinet, on se rend compte que dans les fesses des hommes qui boivent en bouteille, en fait, on retrouve beaucoup plus de plastique. Et on sait identifier que ça vient vraiment des bouteilles en plastique. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quotidien, on en a de plus en plus du plastique. La démonstration d'un effet néfaste sur l'homme n'a pas été faite encore. Voilà. Alors vous imaginez bien que sur les animaux, ce qui se passe, c'est que, je vais faire le lien avec ce que disait Vincent tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'un plastique, c'est un polymère et une sorte de plat de spaghetti. Et puis, on y rajoute plein de choses chimiques à l'intérieur pour qu'il devienne très solide, ou qu'il y ait des retardateurs de flamme, par exemple, pour éviter qu'il s'enflamme. Tous ces additifs qu'on va mettre à l'intérieur, il y en a énormément qui sont des perturbateurs endocriniens. Vous avez compris que ça avait un effet très important en fait sur les poissons. Ces perturbateurs endocriniens, vous savez aussi qu'ils ont des effets sur l'homme. Donc là, on est en train de manger du plastique qui, avec à l'intérieur, ont des perturbateurs endocriniens et qui peuvent avoir des effets vraiment sur l'homme, mais aussi sur les animaux. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Alors, il y a un aspect aussi, c'est ces plastiques, une fois qu'ils sont en mer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils sont biodégradables? Donc on peut aller un peu plus loin quand on voit la fragmentation d'un plastique. On va essayer de zoomer un tout petit peu pour savoir ce qui se passe sur ce plastique. Et on se rend compte, on retrouve en fait ce que j'appelle la plastisphère, c'est-à-dire tous ces micro-organismes qui vivent sur ces plastiques. Et l'image, alors là, qui m'a, pour moi, super excité, mais je suis un scientifique, alors je m'excite avec pas grand-chose, c'est ça, là, que vous voyez pas bien. En fait, c'est une petite bactérie qui fait un trou dans le plastique. Et là, on s'est dit, waouh, génial, la bactérie est capable de rentrer, de fragmenter, de manger le plastique. Ça serait super. Alors, on est capable maintenant, et c'est vraiment des travaux qu'on fait à Banyuls, de comprendre un peu mieux la biodégradation de ces plastiques. On sait qu'un plastique, en fait, tout de suite, comme je vous l'ai dit, il va être colonisé par des bactéries. Ces bactéries vont envoyer des enzymes à l'extérieur de leurs cellules pour transformer le plat de spaghetti, le couper en morceaux, et en faire des tout petits morceaux qu'on appelle des oligomères et des monomères. Et ces oligomères et ces monomères, au final, ils vont être effectivement mangés par les bactéries qui vont faire de la biomasse, donc elles vont se multiplier, elles vont l'utiliser comme nourriture et produire du CO2, comme nous quand on respire. Alors ça, c'est un phénomène qui existe en laboratoire, quand on a une bactérie spéciale dans des conditions de laboratoire, qu'on la coucoune, on la met à la bonne température, on lui donne bien à manger comme il faut. Malheureusement, ce processus-là, il est extrêmement lent. Donc il ne faut pas imaginer, en fait, et c'est pour ça que le plastique reste aussi longtemps dans les océans, c'est qu'il n'y a pas de... La biodégradation en fait, des plastiques les plus récalcitrants, ceux qu'on utilise le plus dans notre quotidien, elle n'existe quasiment pas. Elle est extrêmement lente. Dans les conditions de laboratoire qu'on utilise, nous, on est incapable de montrer la biodégradation dans des conditions naturelles. Ça existe pour des produits qui sont dits biodégradables, ça on va le voir après. Par contre, les plastiques qu'on utilise de manière courante, la biodégradation est très, 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 très lente. Donc on ne peut pas imaginer que la nature va se débrouiller avec ça. En tout cas, dès qu'on met un morceau de plastique, on sait que la génération suivante et la génération d'après, pour sûr, ils vont avoir ce plastique dans la mer. Alors, il y a quelque chose qu'on a créé et qui est une première mondiale, et on en parle souvent parce qu'on est assez fiers de ça. Globalement, dans la tête des scientifiques, on travaille souvent en petite équipe. Là, ce qu'on a réussi à faire, c'est que toutes les personnes qui travaillent sur les plastiques, donc aujourd'hui, il y a plus de 220 chercheurs et 50 laboratoires qui travaillent sur les plastiques, on a réussi à les réunir tous ensemble dans ce qu'on appelle un groupement de recherche qui s'appelle Polymères et Océans. Donc ce réseau national, il nous permet en fait quand on a une demande, par exemple, du ministère, ou une demande d'un industriel, ou une demande d'un collègue chercheur, de lui dire le spécialiste, il est là. Donc ça, c'est quelque chose qui sont très importantes, et vous allez voir que dans le canevas global, c'était important que les scientifiques arrivent à vraiment travailler ensemble. Grâce à ce canevas, par exemple, il y a, nous, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui nous a dit, OK, on va arrêter, vous savez qu'on a arrêté les sacs plastiques à usage unique, ensuite on arrête les cotons-tiges, ensuite on arrête les microbilles exfoliants, c'est ces billes qu'on utilise pour enlever les peaux mortes, comme si c'était quelque chose d'important, mais voilà, et qu'on utilise dans les dentifrices, par exemple. Et bien en fait, on a été capable, donc ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on arrête ça. Maintenant, il faut trouver des substituts, parce qu'on en a besoin de ces produits-là, de manière commerciale. Du coup, on est capable aujourd'hui de classer les polymères en fonction de leur biodégradabilité. On est capable de voir qu'un polyéthylène, par exemple, se dégrade très très mal en mer. Le PLA, par exemple, c'est ce plastique qui, vous savez, est compostable, soi-disant compostable, et qui finalement, en fait, en compost industriel, quand on monte à 60 degrés, là, il va bien se composter, mais en milieu naturel, il ne se dégrade pas du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut imaginer pouvoir jeter en mer sous prétexte qu'il est marqué biodégradable. Donc, il ne se dégrade pas du tout. Par contre, il y a des nouveaux polymères, tels que le PHBV, le PCl. Donc, ça, c'est des polymères qui sont faits
directement à partir de bactéries. Donc ceux-là, ils ont vraiment un potentiel, parce que comme ils sont faits à partir de bactéries, les bactéries en mer, elles le dégradent bien. Et puis on peut utiliser des substituts très naturels, tels que le riz ou les noyaux d'abricot, qu'on a aussi testés pour leur biodégradabilité. Donc ça, c'est des études qu'on est capable de faire, et c'est des choses qu'on est capable de fournir aujourd'hui aux entreprises, de leur dire, on peut vous proposer des substituts. Et c'est là où la science, en fait, a un intérêt à aller vers le grand public. Et puis on est allé encore plus loin à l'Observatoire océanologique de Banyuls, on a créé une société carrément pour répondre à ces industriels, avec comme vocation justement de tester la biodégradabilité et la toxicité de nouveaux produits que viendraient utiliser les industriels. Donc cette société, elle est basée à l'Observatoire océanologique de Banyuls, elle est hébergée dans ce laboratoire, et elle est créatrice d'emplois aujourd'hui. Là, c'est le canevas global de ce qu'on est en train de faire cette année. Donc, vous voyez, on a beaucoup de campagnes océanographiques parce qu'il faut continuer à aller en mer parce que la connaissance en mer est très réduite. On a créé ce groupement de recherche cette année, en janvier 2019. On a créé cette société en janvier 2019. On a fait beaucoup de travaux avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et aussi, on a créé aussi un club d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sous l'égide du Prince Albert de Monaco. Et avec l'idée, en fait, de réussir à réunir les scientifiques là, qui sont déjà réunis avec des entreprises. Et là, c'est l'idée en fait, de transférer le savoir des scientifiques vers les entreprises et qui est cette connexion. Alors, j'ai envie de vous parler d'une expédition qui va certainement vous concerner parce qu'on va venir en fait, à Port-Vendre au mois d'octobre. Ça, c'est une expédition en fait, qu'on est en train de mener ici avec l'Observatoire océanologique de Banyuls, mais avec énormément de partenaires, en fait, notamment le CEFREM ici à Perpignan, Villefranche-sur-Mer, et puis d'autres partenaires, mais c'est ceux que je cite parce que je vois que c'est ceux qui sont dans la salle. L'idée maintenant, c'est qu'on commence à avoir une idée en mer, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est 80% de la pollution, elle vient de la Terre. Donc on va remonter vers les fleuves et on va essayer de mieux comprendre. Alors pour ça, en fait, on va essayer d'identifier les sources de pollution. On va essayer de voir ce qui se passe vraiment dans les fleuves. Est-ce que c'est plutôt du polyéthylène qu'on trouve ou plutôt des rejets de bouteilles ou en fonction de la caractérisation du polymère, on va pouvoir trouver les sources. Donc ça, c'est l'objectif. Après, on veut comprendre l'impact sur la biodiversité et aller jusqu'à orienter les mesures vers les politiques et vers les industriels. Alors, cette expédition, elle va durer 6 mois et on va aller sur 10 grands fleuves d'Europe, comme ça vous est expliqué sur cette vidéo. Dans l'océan, il y a la pollution plastique que l'on voit. Et il y a celle qu'on ne voit pas. Les microplastiques. Grands comme des grains de riz, ils représentent 94% des plastiques retrouvés en mer. Océan Arctique, Pacifique, mer Méditerranée. Depuis 2010, la goélette Tara étudie ces minuscules fragments de plastique présents dans tous les océans du globe. Plastique en mer, les solutions sont à terre. Pour mobiliser contre cette pollution invisible, la Fondation Tara Océan et ses partenaires lancent une nouvelle mission entre terre et mer. Son objectif, remonter les principaux fleuves d'Europe, identifier les sources de pollution plastique, analyser leurs impacts sur la biodiversité et orienter les mesures à prendre. De juin à novembre 2019, de la Bretagne à la mer Baltique, de l'Atlantique à la mer Méditerranée, la goélette Tara et son équipage font escale dans 18 ports d'Europe pour partager l'importance de préserver l'océan. Fondation Tara Océan, explorer et partager. On travaille avec plusieurs ONG. On a nos navires océanographiques, mais on travaille aussi avec plusieurs ONG. Tara Océan, en fait, ça fait partie des ONG avec lesquelles on travaille, mais il y a d'autres ONG qui existent, 7e continent, Expédition Méditerranée, etc. Donc il y a différentes ONG en fait, qui s'impliquent pour nous donner des capacités en fait, de mieux aller en mer de manière plus flexible. Et donc Tara Océan en est une. Donc vous voyez, en fait, c'est une expédition qui est en cours. Et si vous êtes encore à Port-Vendre au mois d'octobre, donc entre le 11 et le 14 octobre, Tara viendra à Port-Vendre et à Banyuls pour parler de cette expédition. Donc voilà, on sera encore là. Alors, il y avait un message qui était « Plastique en mer, les solutions sont à terre ». La raison de ça, en fait, c'est que il y a différentes expéditions qui se sont menées pour soi-disant nettoyer les océans. Peut-être que vous avez entendu parler de grands barrages flottants qui iraient nettoyer les océans. L'idée ici, c'est de dire que même si c'est intéressant d'aller
nettoyer les océans. La réalité, en fait, c'est que c'est juste impossible à nettoyer les océans. Donc c'est pour ça qu'on fait passer ce message-là. Il ne faut pas croire que si vous jetez votre mégot par terre, il y aura quelqu'un qui va le nettoyer. Finalement, il va arriver dans les océans, et de la même manière, dans les océans, on ne pourra pas nettoyer ces océans, c'est impossible. Donc ça, on pourra en discuter après si vous voulez. Et vraiment, les solutions, elles sont à terre. Donc quand on parle des solutions, c'est des choses peut-être que vous avez entendues déjà. Quand on a le problème de la question du plastique, la solution, elle est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on avait une économie linéaire, c'est-à-dire je prends les ressources, je consomme et je jette. D'accord ? Donc ça, c'est l'économie linéaire qu'on a développée pendant ma génération et la génération un tout petit peu avant. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut penser à nos ressources parce qu'on les exploite trop et il faut dès le départ faire attention à ces ressources et dès le départ, quand on fait un produit, il faut penser à son avenir. D'accord ? Et ça paraît simple, logique, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui est fait dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, cette idée d'économie circulaire, elle repose sur 3 acteurs. Le premier, c'est les acteurs économiques qui nous produisent, qui nous donnent les produits. Avec les acteurs économiques, je mets la réglementation, parce que c'est le gouvernement qui va décider qu'on va arrêter certains produits. Et également l'innovation, c'est-à-dire la recherche. On se place à ce niveau-là. D'accord ? Donc l'offre des acteurs économiques, elle se fait aussi avec les scientifiques parce que c'est à nous de trouver de nouvelles molécules, c'est à nous de trouver des produits qui sont biodégradables et qui sont plus respectueux de l'environnement. Le deuxième aspect, en fait, c'est les consommateurs, et là, ça va nous concerner nous. Et le troisième aspect, c'est la gestion des déchets. Aujourd'hui, la gestion des déchets, elle est vraiment pas terrible. Faut savoir que dans la poubelle jaune que vous utilisez, il y a 20% qui est vraiment recyclé en France dans des conditions qui ont bien été optimisées. Il y a 80% de cette poubelle en fait qui va partir dans les pays asiatiques où là les conditions sont beaucoup moins bonnes. Et puis d'ailleurs ces produits-là nous reviennent à Noël avec des produits qui sont pas chers et qu'on va retrouver ici. Donc il y a ces 3 aspects-là. Je focalise vraiment sur l'aspect consommateur. Qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes ? Le message que j'ai envie de dire, c'est que tout commence au magasin. Quand vous allez dans votre magasin, vous vous rendez compte, mais il y a du plastique, c'est emballé, c'est trop emballé. D'accord ? Parce qu'on a développé les grandes surfaces et que dans les grandes surfaces, il y a des normes qui font qu'ils sont obligés d'emballer, il y a beaucoup de transport, etc. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix de chacun d'aller dans le bon magasin qui va avoir moins d'emballage plastique. Moi, personnellement, quand je rentre dans un magasin, maintenant, je sélectionne en fonction de l'emballage aussi. D'accord ? Typiquement, quand j'ai un concombre bio emballé et un concombre qui n'est pas emballé, je me pose la question duquel je vais prendre. Voilà, alors, la première chose, en fait, c'est évidemment réduire notre consommation de plastique à usage unique, parce que vous avez vu que c'est 40% de la production mondiale de départ. Ce que je vous ai dit au départ, il faut la diminuer énormément. Donc là, il faut aller au marché, il faut trouver des solutions en fait, pour avoir moins d'emballage. Et évidemment, réduire notre consommation de produits inutiles, parce qu'on est gavé de produits inutiles. La plupart sont en plastique parce qu'ils ne coûtent pas cher. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment diminuer beaucoup. Après, il faut réutiliser au lieu de jeter. Donc ça, c'est des consignes qui sont données en fait, dans cette idée d'économie circulaire. On est vraiment dans un univers du jetable et on est dans la surconsommation et à jeter. En fait, on peut beaucoup réutiliser nos produits. Vous savez que dans les vêtements, en fait, il y a énormément de fibres plastiques. Ça peut être réutilisable. Ça peut être mis en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis, évidemment, il faut mettre les choses à la poubelle, recycler, diminuer sa quantité de poubelle. Donc ça, c'est pour moi un objectif. En fonction de ce que j'ai consommé, je vais me rendre compte que ma poubelle, elle va être plus ou moins pleine. Si je vais dans un grand magasin et que j'achète plein de choses emballées, ma poubelle, elle va être tout de suite pleine. Alors que si je choisis le bon magasin et j'ai juste à changer mes habitudes, dans ce cas-là, ma poubelle, elle est moins pleine. Et donc moi, c'est mon objectif d'avoir une poubelle jaune par mois. Et puis après, j'essaie de la diminuer de plus en plus. Voilà. Donc chacun peut se donner des objectifs. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'on est très moralisateur à dire « Regardez, il y a une pollution en mer, regardez ce qu'il faut faire, etc. » Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est qu'il faut réussir à se faire plaisir avec ça. Plus je deviens, pas un extrémiste du plastique, mais j'y fais particulièrement attention parce que je suis sensibilisé à ça. Mais par contre, ça me fait plaisir. Quand je parle dans les écoles, je leur dis « Ok, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on fait avec nos enfants, là, c'est qu'on récupère un morceau de plastique par jour et puis on le met dans une poubelle. » Donc ça, c'est un geste chouette, mais quand on le met dans la poubelle, on pense aussi qu'on a sauvé des poissons. Voilà. Et en se disant ça, en fait, on a un aspect positif qui fait que de plus en plus, j'ai envie d'agir, et ça me fait du bien, en fait, au lieu de me dire « non, je fais ça parce que je suis méchant ». Non, en fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de se dire qu'on peut se réjouir de nos actes positifs aussi. Donc ça peut être quelque chose d'agréable, et enfin, moi j'ai mes enfants qui sont là, on le fait de manière agréable avec le sourire, quoi. Donc vraiment tout le monde est concerné, pas seulement les industriels, les méchants industriels, parce que c'est souvent le cas quand on a des pollutions, on dit « ah c'est les méchants industriels ». Le consommateur ici pour le problème du plastique, il est vraiment concerné.
Et je pense que vraiment c'est possible. Voilà, je vous remercie de votre attention.